Donc oui, Stéphane Gentric, donc je suis responsable de la recherche en reconnaissance faciale et en traitement vidéo à IDEMIA. Je suis aussi maître de conférence associé à Télécom Paris. Donc juste un slide sur IDEMIA. Donc IDEMIA, c'est plus de 2 milliards de chiffre d'affaires, 15 000 employés à travers le monde. Toute la recherche en algorithmie est faite en France. On produit des puces qui vont dans tout ce qui est telco, dans les cartes bancaires, dans les documents d'identité et en particulier dans les passeports biométriques. On produit des terminaux biométriques et puis surtout on produit des systèmes et des services basés autour de l'identité, souvent à l'échelle d'un État ou d'une nation qui utilise de la biométrie. Donc la biométrie et la reconnaissance faciale en particulier, c'est 4 principaux marchés. Dans cet ordre pour nous, donc notre premier marché, c'est la délivrance à l'échelle d'un pays, d'un droit. Peut-être parler plus du micro. Ok. Non, mais je peux parler près du micro. Donc c'est la délivrance à l'échelle d'un pays, d'un droit unique, donc un droit de vote, un droit à une pension. Voilà, notre plus grosse référence, c'est le système indien, où on a délivré un système avec plus d'1 milliard d'identités, voilà, aux citoyens, et ça a changé la vie de centaines de millions d'Indiens. Donc notre deuxième marché, c'est le marché policier, où là, le but du jeu, c'est d'aider à résoudre des crimes. Donc notre plus grosse référence, c'est l'FBI, mais on fournit aussi les algorithmes qui sont utilisés par Interpol et par, en gros, la moitié des polices du monde. Le troisième marché, c'est le contrôle aux frontières. Donc effectivement, fluidifier le trafic dans les aéroports en essayant de maintenir le niveau de sécurité. Et notre plus grosse référence, c'est SmartGate, donc c'est tous les aéroports en Nouvelle-Zélande et en Australie qui sont contrôlés par ces gates automatiques dont vous avez parlé. Le troisième marché, c'est le contrôle d'accès physique et logique, donc débloquer son smartphone ou ouvrir une porte. Donc la biométrie, on a l'avantage que ce soit une technologie dont on peut mesurer précisément les performances sur tous ces aspects. Donc l'organisme de référence sur l'évaluation des performances biométriques depuis une vingtaine d'années, c'est le NIST américain. Voilà, on travaille avec eux depuis des années et la confiance s'est créée. Donc maintenant, tous les acteurs internationaux ont confiance dans cet institut. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est on leur fournit nos logiciels, eux ils ont des bases de données séquestrées et ils publient les résultats sur ces bases de données. Donc ça c'est les performances d'IDEMIA reportées par le NIST sur ces 4 dernières années. Donc ça, c'est même après la révolution du deep learning. Donc on voit que c'est une technologie qui continue à s'améliorer énormément et permet de nouveaux usages. Donc là, comme ordre d'exemple, sur ces bases de données, on est en 1 contre 1, c'est les performances qu'on pourrait avoir dans un aéroport. Donc le FMR, c'est le false match rate, on a une chance sur 1 million de passer dans un portail biométrique avec le passeport de quelqu'un d'autre. Et puis le FNMR, c'est le taux de rejet. Donc aujourd'hui, les tests du NIST montrent qu'on a en gros moins de 1% d'erreur quand on présente son passeport d'être rejeté par la gate. Alors, je vais parler principalement d'équité dans les algorithmes de reconnaissance faciale, qui est un des sujets vraiment au cœur des discussions aujourd'hui. Donc ça comporte trois sous-sujets. Un premier sujet dont on a déjà beaucoup parlé, qui est la régulation. Effectivement, la Commission européenne a mandaté les comités ISO pour définir le standard qui va permettre d'évaluer les performances des systèmes biométriques. Après, il y a un vrai sujet sur les métriques, donc sur l'équité. Comment on définit une valeur qui dira est-ce que cet algorithme est équitable ou pas. Et puis le troisième sujet, c'est effectivement, est-ce que les algorithmes sont équitables aujourd'hui? Donc là, le NIST a commencé à faire des thèses. Donc depuis 2019, il y a un premier gros rapport qui est sorti sur l'impact des facteurs démographiques sur les performances de la reconnaissance faciale. Et puis, comme il y a des métriques qui commencent à être mises en place, ces métriques, maintenant, elles sont disponibles dans tous les rapports du NIST qui sont publics. Donc ça, je vais passer, on en a déjà parlé. Donc effectivement, c'est le sous-comité 37 de la biométrie qui est en charge du développement des normes sur la biométrie supportées par les experts des autres comités de standardisation en IA. Donc c'est une norme internationale qui sera en charge de développer le standard avec pour volonté de s'appliquer, de donner exemple après dans tous les pays du monde. Alors quand on parle de fairness et de biais ou de différence de performance sur la reconnaissance faciale, il y a effectivement énormément de facteurs qui impactent les performances. Donc à IDEMIA, on traite tous ces facteurs, on va être robuste à absolument tous ces facteurs, mais parmi ces facteurs, il y a ceux qui sont liés aux facteurs démographiques qui sont vus comme des facteurs très sensibles sur lesquels on prête particulièrement d'attention. Alors après, quand on veut mesurer
les performances, donc les biais qu'on peut avoir en fonction de différents facteurs, bah, il faut créer des sous-bases de données avec, dans lesquelles on va avoir une base de données avec les hommes, une base de données avec les femmes, pour pouvoir mesurer les performances sur ces deux bases de données. Alors la problématique, c'est que ces facteurs démographiques, c'est des facteurs continus, donc à un moment, il faut avoir des labels. Donc, pour le genre et pour l'âge, on peut trouver des labels, on peut trouver une image d'un visage avec l'âge associé pour mesurer des performances. Par contre, pour l'ethnie, ça n'existe pas, à part aux États-Unis où il y a quelques bases où les gens s'auto-déclarent de telle ou telle ethnie. Mais globalement, on va utiliser, pour mesurer les performances sur l'ethnie, on utilise deux proxys. Donc le premier proxy, c'est la couleur de peau, sur lequel il y a une échelle qui a été mise en place par les dermatologues et qui permet de caractériser précisément 6 niveaux de couleur de peau. Et puis l'autre proxy qui est utilisé, en particulier par le NIST, c'est le pays d'origine. Alors c'est pas vraiment l'ethnie, et puis il y a plein de pays où les ethnies sont mélangées, mais on considère que si les performances sont les mêmes sur différents pays, en particulier ils ont des bases de données avec des demandeurs de visa, donc on considère que si les performances sont les mêmes sur les différents pays, ça veut dire qu'il n'y a pas de biais ethnique particulier sur la technologie. Alors quand on parle de biométrie et de fairness, il faut voir qu'on parle de mesurer différents taux d'erreur en fonction des facteurs démographiques sur un système de reconnaissance faciale. Donc suivant les applications, il y a différents types d'erreurs, et certaines qui sont plus critiques que d'autres, plus sensibles que d'autres d'un point de vue social. Donc quand on fait du 1 contre 1, par exemple dans un aéroport, ou quand on essaye qu'on va récupérer un document d'identité à la mairie ou ce genre de choses, donc on fait du 1 contre 1, et donc le taux d'erreur qui est le plus sensible, c'est le taux où on va vous refuser l'accès à ce droit. En particulier, ce sera assez inacceptable que dans un aéroport, il y ait un groupe qui fasse 3-4% de rejet et puis un groupe qui fasse moins de 1%. Sur le 1 contre N, donc le 1 contre N, c'est les applications où on va vérifier que quelqu'un est dans une grande base de données. Le taux qui pose le plus d'erreurs, c'est le taux de faux positifs. Et donc il y a eu beaucoup de papiers dans la presse sur des erreurs aux États-Unis dans des recherches sur des bases de données, en particulier avec la couleur de la peau, qui déclenchaient des investigations incorrectes. Alors sur ce dernier point, donc c'est le premier point que le NIST a commencé à regarder. Il y a eu un premier rapport qui a été fait en 2017, où on montrait que les algorithmes d'IDEMIA étaient complètement ou complètement équitables en fonction du taux de faux positifs. Donc là, c'est une courbe qui montre, donc quand on recherche, ils ont fait 2 tests, ils avaient des recherches avec des personnes, ici c'est blanche et noir, donc avec des personnes à peau blanche dans une base de données, et ils regardaient le score de la personne qui était le plus proche, qui ressemblait le plus, et ils prenaient la décision pour décider est-ce qu'elle est dans la base de données ou pas. Ils ont fait la même chose avec des personnes blanches et avec des personnes noires, et on voit que le score le plus haut contre la base de données, c'est exactement le même, donc on a exactement la même statistique, que ce soit des personnes blanches ou des personnes noires. Donc ce problème de faux positifs dans les grandes bases de données, c'est un problème qui est vraiment réglé depuis un moment, même s'il continue à faire le buzz. Alors c'est réglé pas pour toutes les entreprises, et IDEMIA a été cité en bon élève sur ce sujet-là. Voilà, c'est pas du tout le cas de la plupart des entreprises, c'est un milieu très très compétitif, et donc d'ailleurs dans les États-Unis, il y a plus de 300 entreprises qui participent au test, et c'est pas le cas pour toutes les entreprises. Ensuite, on parle de métriques, donc il y a beaucoup de discussions à l'ISO et UNIS pour savoir quelle va être la métrique. On a un certain nombre de taux d'erreur qui sont mesurés sur un certain nombre de groupes. Voilà, une fois qu'on a tous ces taux d'erreur, c'est quoi la fairness? Est-ce qu'on peut avoir une métrique qui va définir à quel point un algorithme de biométrie et de reconnaissance faciale est équitable ou pas? Donc le premier auquel on peut penser, donc ici, XI, c'est mes taux d'erreur. Donc on a des taux d'erreur sur un certain nombre de groupes. Le premier qu'on peut penser, c'est de comparer le taux d'erreur, on a plein de groupes, le taux d'erreur maximum, le plus grand taux d'erreur qu'on a, divisé par le plus petit nombre d'erreurs qu'on a. Ça ne nous a pas semblé plus pertinent, donc il y a eu beaucoup de discussions. Donc le deuxième a été plutôt proposé par IDEMIA, parce que en fait ce qui nous intéresse, c'est le taux d'erreur le plus élevé. Donc le groupe qui va être... on ne veut pas discriminer un groupe, donc on ne veut pas qu'on ait un groupe qui ait des erreurs bien supérieures à la moyenne des autres groupes. Voilà. Et il y a un autre critère qui a été aussi proposé, c'est le coefficient de Gini, qui est utilisé en économie pour mesurer la dispersion d'un ensemble de valeurs. Voilà. Donc aujourd'hui, le NIST n'a pas tranché. Donc dans les résultats du NIST aujourd'hui, il y a les deux. Je ne sais pas si j'ai un pointeur. Donc il y a les deux derniers critères, ils sont reportés par le NIST, et donc on voit les coefficients. Donc ça, c'est un rapport qui est sorti au mois de septembre. Donc on a les différents. Donc là, j'ai mis qu'une partie des
des participants. Donc il y a les participants, la date de soumission, donc nous on a soumis cet été, les performances biométriques pures, et puis les niveaux d'équité derrière. Donc voilà, donc on est clairement leader et loin devant nos concurrents sur ce sujet. Voilà, on a montré qu'on peut avoir de très bons compromis entre les performances biométriques et l'équité. On pense que ça va tirer la communauté, et le fait qu'IDEMIA soit positionné sur ce sujet, voilà, ça risque d'attirer un peu l'attention et de booster l'écosystème. Alors, en quelques slides, d'où ça vient les biais en reconnaissance faciale. Donc, la façon dont ça fonctionne, la reconnaissance faciale, de manière assez schématique, on a une image en entrée, on passe dans un énorme réseau de neurones, et on a un vecteur en sortie. Donc, et ensuite, donc, la reconnaissance faciale, ça a pour but de prendre une image et de la mettre dans un espace de grande dimension. Et ensuite, dans cet espace de grande dimension, on va simplement comparer la distance entre deux images. Si les deux images sont suffisamment proches, on va déclarer que c'est la même personne. Si elles sont trop loin, on dira que c'est des personnes différentes. Alors bien sûr, si pendant l'apprentissage, on a mis beaucoup plus d'images d'un certain groupe que d'un autre, il va se passer ce genre de choses, c'est-à-dire on va avoir un groupe qui va être sous-représenté dans l'espace d'apprentissage, et donc quand après on va mesurer la distance entre deux personnes, on aura plus de chances de faire des erreurs dans le groupe qui est sous-représenté que dans le groupe général. Alors, est-ce que ça suffit d'avoir une base qui est équilibrée pour avoir un algorithme faire entre différents groupes? Non, c'est pas le cas. Donc ça, c'est des tests qu'on peut faire facilement et qu'on a fait. On a fait des apprentissages sur des bases de données avec un pourcentage de femmes par rapport aux hommes dans la base qui était différent. Et on voit que même avec 80% de femmes dans la base d'apprentissage, les performances de reconnaissance faciale sur les femmes restent toujours inférieures aux performances de reconnaissance sur les hommes. Ça parce qu'il y a plus de problématiques en général, il y a plus d'occlusion liée aux cheveux, il y a peut-être des problèmes de maquillage, plus de sourire, donc des choses qui ne sont pas liées effectivement à l'identité et qui sont des mesures statistiques. Alors en fait, une des façons d'essayer de régler les problèmes de biais en reconnaissance faciale, c'est de travailler lors de l'apprentissage sur ce qu'on essaye de minimiser. En général, quand on fait les apprentissages, on essaye de faire en sorte que deux images de la personne finissent au même endroit dans l'espace de représentation, et pendant des années, c'est la seule chose qu'on a essayé de faire, donc améliorer les performances. Maintenant, on peut rajouter des contraintes de manière à ce que les différents groupes soient répartis de manière uniforme dans cet ensemble d'apprentissage. Donc ça permet d'obtenir le type de résultat qu'on a eu au NIST. Voilà, donc c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup avec l'ANR. On a en particulier un projet ANR Limpide qui travaille sur le sujet. On a eu un papier qui vient d'être accepté à ICML, qui est une des grandes confs de machine learning, sur le sujet. Donc là, le sujet de ce papier, c'était d'avoir un module éthique qui se rajoute derrière nos apprentissages standards, qui a justement pour but de répartir les différents groupes dans l'espace de représentation. Voilà, pour finir, mon dernier slide. Au niveau des performances sur l'équité, donc le principal risque opérationnel en 1 contre n, qui est les faux positifs, c'est un sujet qui a été réglé. En 1 contre 1, il y a toujours du travail. On travaille sur les métriques, on travaille sur les algorithmes. Il y a moyen d'avoir des bons compromis entre l'équité et les performances. Et au niveau de la régulation, l'écosystème est en cours de maturation. Il y a des règles et des standards qui arrivent. IDEMIA est partie prenante dans ce processus. 2 points quand même. Le fait qu'un algorithme soit équitable, c'est pas quelque chose qu'on peut déterminer en regardant le code source ou en regardant la base d'apprentissage. Par contre, en biométrie, c'est quelque chose, on a vraiment la chance de pouvoir mesurer les performances, donc c'est quelque chose qui se mesure en testant sur des bases de données adéquates. Voilà, merci.